Bonjour, bienvenue à cette 36e web émission. Cette semaine, nous allons répondre à 3 questions du public. On est accompagné d'Aaron Lani. Bonjour, Aaron. Salut Philippe. Donc, comme première question, c'est une question qui nous vient de Michel qui nous demande est-ce qu'il y a un titre canadien actuellement qui répond à nos critères d'investissement? Oui, alors c'est une bonne question parce qu'on a tendance à plus rejeter d'idées, surtout dans nos capsules. Et ça, c'est un reflet du fait qu'on détient seulement 15 à 20 titres dans le portefeuille. Alors la barre est assez élevée, On là. veut les meilleures entreprises possibles. C'est ça. OK. Donc la plupart du temps, on se trouve à dire non à des opportunités. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais aujourd'hui, on va vous parler de MTY, qu'on juge, qui répond finalement à nos 4 piliers. Donc, on va voir nos 4 piliers rapidement. Puis après ça, on va essayer de tenter de répondre pourquoi le titre est sous-évalué. MTY, c'est une entreprise qui œuvre dans le domaine de la restauration, qui a plusieurs franchises, C'est ça, à franchisées. peu près 80 bannières sur lesquelles il reçoit des royautés. Donc, c'est des franchisés qui opèrent le restaurant. MTY fait juste recevoir une royauté sur les ventes. Puis redéploie tout son profit en achetant des nouvelles bannières. Donc, c'est comme ça que MTY grossit au fil du temps. Donc, très bon rendement sur l'avoir des actionnaires de 20 ils ont développé une expertise à bien évaluer leur cible d'acquisition. Donc, ils savent quoi acheter et quand passer sur une opportunité. Ils sont capables aujourd'hui, avec leur taille, de refiler des économies de coûts à leurs franchisés. Donc, ils font bénéficier leurs franchisés sur des coûts d'approvisionnement, d'assurance. Puis, c'est très bien géré. Donc, la gouvernance, les salaires sont très raisonnables. Euh, et puis, c'est des acquéreurs très disciplinés. Puis pourquoi maintenant on serait intéressé à en acheter ou en acheter davantage? Donc, le titre aujourd'hui se transige à 13 fois notre estimé du bénéfice par action prévu. Donc, ce qui est vraiment pas cher pour une entreprise qui fait 20 de rendement sur l'avoir et paye un dividende très modeste. Et puis, bon, on pense qu'il y a certaines craintes. Donc, la première viendrait peut-être de l'acquisition de Papa Murphy. Donc, c'est une chaîne de pizza aux États-Unis. Et puis, la différence, c'est qu'ils vendent des pizzas non cuites. Alors, tu rentres dans un Papa Murphy, tu ramènes la pizza chez vous, puis tu la fais cuire à ton four. Alors, c'est simplement pour qu'elle soit plus chaude, plus fraîche. C'est quoi la crainte par rapport à cette Ben, acquisition-là? c'est un marché très concurrentiel aux États-Unis. OK. Alors, il y a Domino's, Papa John, Pizza Hut. Donc, prendre le marché, il voit. Puis en plus, Papa Murphy avait un peu de la misère ces dernières années. Mais il y a 2 choses qu'on va dire par rapport à ça. C'est premièrement, la vraie concurrence, c'est plus les épiceries. Parce qu'ils vendent des pizzas congelées qu'on fait chauffer à la maison, un peu le même concept, là. C'est ça. OK. Alors, Papa Murphy concurrence moins les Domino's de ce monde et plus les épiceries. Alors ça, c'est la première chose que le marché peut-être comprend moins bien. Puis deuxièmement, oui, Papa Murphy avait des problèmes par le passé, mais à peu près un an là, avant qu'MTY les achète, ils ont commencé un processus de redresser les opérations. Donc, il y a un nouveau PDG qui est arrivé en place. Puis, ils ont vraiment fait des choses comme ils ont instauré la livraison. Il n'y avait même pas de livraison à domicile. Les commandes en ligne, ils ont revu le menu, la qualité des ingrédients. Qui ont Euh, implanté beaucoup de choses, puis on pense que ça va porter fruit ouais, assez puis rapidement, parce que ça fait un petit bout que ça a été mis en place. Puis Éric Lefebvre, ben, il y a un plan très détaillé. Ça va continuer, dans le fond, le plan de redressement va continuer. Les dirigeants qui étaient là, ils vont rester là. Et Il y en a qui disent qu'ils ont payé un peu cher pour cette acquisition-là, puis même pour leur dernière, là. ouais, donc ça, c'est la deuxième crainte, effectivement. MTY, aujourd'hui, il achète des compagnies publiques, alors il faut qu'ils payent une prime aux actionnaires Ouais. publics. Mais MTY utilise plus de levier qu'avant. Donc, on le voit aussi avec Constellation Software, qui est l'entreprise qu'on connaît, qui est la plus disciplinée dans les acquisitions. Constellation commence à payer plus cher quand ils ont des grosses cibles, mais en revanche, ils prennent du levier pour le faire. Alors, ça donne quand même un bon rendement Sur le capital investi. exactement OK. qu'ils mettent. Donc, c'est un peu ça que MTY fait. Puis, il ne faut pas oublier que Investcore puis Papa Murphy, c'est des exceptions et non la règle. Donc, Ouais. MTY continue d'acheter des entreprises privées, là. On le voit dans la dernière année, là.
Donc, Puis Papa Murphy, comme tu disais, malgré le fait qu'ils ont payé un peu plus cher, il y a quand même un bon potentiel d'augmenter la profitabilité de l'entreprise exactement. à court moyen terme. Exactement. Puis l'espoir, c'est qu'à long terme, ils puissent même relancer la croissance dans le nombre de franchisés. Alors, ça ne nous inquiète pas vraiment sur cet aspect-là. Puis le troisième aspect qu'on pourrait voir, c'est les ventes comparables. Ça a toujours été boudé par le marché. Donc, MTY n'a pas des bonnes ventes comparables. Tu me disais aussi qu'il y avait un peu de bruit sur la ligne là, à cause des changements comptables. Oui, actuellement, il y a beaucoup de... Dans l'industrie, là, les normes comptables changent, puis ça crée du bruit dans les états financiers d'MTY. Donc, les analystes, ils ont probablement un peu plus de misère actuellement avec les chiffres d'MTY. Donc, ça, c'est temporaire. Puis, ben, pour revenir aux ventes comparables, là, Eric, il est conscient, puis il essaie d'incentiver son monde à cette heure sur la croissance organique, ce qui était moins le cas avant. Mais même au prix actuel, quand même que la croissance organique, elle ressemble à ce qu'on a connu dans le passé, on a une belle opportunité, là. Une très belle marge de sécurité. Ouais. Donc, deuxième question, Philippe Luc, il nous demande, plusieurs semblent dire que nous aurons bientôt une baisse des cours de la bourse. Comment faites-vous pour décider quand acheter à ce moment-là? Oui, c'est une bonne question. La première chose qu'il faut se rappeler, c'est que ça arrive régulièrement qu'on prévoit une baisse de la bourse. On a connu plusieurs occasions dans les dernières années, comme le relèvement du plafond de la dette américaine, les élections de Donald Trump, le Brexit, les attaques nucléaires de la Corée du Nord. Ça a tout été des événements qui ont inquiété les gens, qui ont amené certaines personnes à dire qu'il pourrait avoir une baisse. Je ne vous dis pas que il ne pourrait pas avoir une baisse prochainement. Ce que je vous dis, c'est si à chaque fois qu'on a une raison de croire qu'il pourrait y en avoir une, si on n'est pas investi à ce moment-là, on manque la plupart du temps des belles années de rendement. OK. Fait que c'est futile de prévoir les fluctuations, mais maintenant, si on veut répondre à la question, quand que la bourse baisse, les titres baissent, comment on fait pour acheter? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous, peu importe le contexte, que ce soit un contexte de hausse ou un contexte de baisse, on fonctionne de la même façon, c'est-à-dire on analyse un univers d'entreprises. Parmi ces entreprises-là, il y en a certaines qu'on est intéressé à posséder. Et lorsque celles-ci se transigent à un prix raisonnable, on va les acquérir, puis ils vont occuper une part au sein du portefeuille, une part plus ou moins importante, tout dépendamment à quel escompte ils se transigent par rapport à leur valeur intrinsèque. Alors, mettons, on fait une analyse, puis dès le départ, on sait, OK, cette entreprise-là, on aimerait ça l'acquérir à, mettons, 90% de sa valeur intrinsèque. Oui, exemple, on pourrait en acheter 2 si elle se transige à 90% de sa valeur intrinsèque. Par contre, ça baisse encore et là, elle se transige à 80% de sa valeur intrinsèque. Peut-être qu'on voudrait en avoir 5% dans le portefeuille. Donc, au fur et à mesure que ça va baisser comme ça, on va être intéressé à augmenter notre pondération dans l'entreprise. OK. Je pense que ça répond bien à la question. Oui. Donc, Aaron, on a une troisième question qui nous vient de François qui se demande si un jour les taux d'intérêt au Canada venaient à être négatifs, comment est-ce qu'on gérerait le portefeuille de revenus fixes? Alors, Philippe, on espère que ça ne sera pas le cas. Bon, c'est quand même assez théorique et difficile à répondre, mais on va quand même essayer. Alors, premièrement, ce que je dirais, c'est qu'on remarque qu'en Europe, les taux négatifs, c'est surtout concentré dans les titres de gouvernement, puis les titres corporatifs de très haute qualité, AAA. OK. Et ça, c'est deux marchés dans lesquels nous autres, chez Medici, on n'investit pas, justement parce que le taux de rendement est pas intéressant. OK. OK? Alors, si on regarde plus notre terrain de chasse, donc les debentures convertibles, les actions privilégiées, Ce sont des titres de société. c'est ça. OK. On ne pense pas que les taux d'intérêt vont être négatifs sur ces titres-là. Et pour la raison tout simplement que les investisseurs y accordent une prime de risque, parce que c'est un petit peu plus risqué que des obligations du gouvernement. Le rendement risque de baisser quand même. Oui, alors là, ce qui pourrait arriver, c'est ça. C'est peut-être pas un taux négatif, mais mettons qu'on aurait du 1 ou 2 au lieu du 4-5 sur des débentures convertibles. Alors là, ce qui arriverait naturellement, c'est qu'on aurait plus d'encaisses dans le portefeuille. Donc, on trouverait moins d'opportunités, on aurait plus d'encaisses et malheureusement, il faudrait diminuer notre expectative de rendement sur les revenus fixes en général, en attendant que le marché devienne plus rationnel
puis que ces titres-là recommencent à peut-être se transiger à un rendement de 4-5 là. OK. Puis, si les taux sont très, très bas, voire même négatifs, j'imagine qu'il y a quand même un risque de taux d'intérêt, c'est-à-dire que si les taux augmentent beaucoup, que ça ait un impact négatif sur la valeur des obligations ou des titres à revenu fixe en général. Oui, c'est un bon point. C'est en ce moment ceux qui achètent des taux négatifs, ils spéculent. Ils spéculent parce qu'ils spéculent que les taux vont être encore plus négatifs. Parce que si les taux se remettent à monter, ces gens-là vont perdre de leur capital. Parce que quand les taux remontent, le titre à revenu fixe, lui, il diminue en prix. Donc, tu perds du capital. C'est un peu difficile à comprendre là, si on n'a Ouais. pas étudié en finance, mais alors oui, il faut faire attention à ça. Donc, si je veux avoir des titres à revenu fixe puis que je ne veux pas nécessairement avoir de l'encaisse, est-ce qu'il y a un moyen de me protéger contre ça? Peut-être prendre des titres avec une échéance moins loin. OK. Ce qu'on fait déjà. On gère déjà On ne va pas acheter un titre avec une échéance de 20 ans, par exemple. OK. On essaie de limiter ça peut-être à 5 ans et moins, là. Donc, c'est pas mal ça que je répondrais. C'est qu'on aurait plus d'encaisse, puis notre expectative de rendement diminuerait, juste à temps que le marché se replace. Parfait. Mais je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. C'est ce qui conclut notre 36e web émission. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer au info@gpsmedici.ca. Merci, Aaron. Merci.